ils en profitent pour nous surprendre. Passant par Nyabiondo. Ils ont renforcé leurs troupes autour de Katoyi, à Massissi, même dans les hauts et moyens plateaux de physique comme d'Ouvira. Dans l'objectif, effectivement, de nous surprendre sur l'axe Butembo Beni, Kisangani, Walikale Kisangani, et Walikale Kindu aussi, en passant par Lubutu, Kalemi, en passant par le point zéro stratégique des hauts plateaux. Et ils ont effectivement lancé un ballot d'essai sur nos éléments dans le secteur de Katoyi et en territoire de Massissi. Et notre riposte a été foudroyante. Après 72 heures de combats rudes pendant lesquels nous avons conquis plusieurs villages et neutralisé plusieurs Rwandais, prenant aussi en otage une bonne trentaine d'éléments RDF, UPDF, M23, Makenga en personne est venu pour stabiliser le front. Parce que pour le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Sud-Soudan, Rubaya, c'est question de vie ou de mort. Voilà pourquoi il fallait que Makenga en personne descende avec la force spéciale rwandaise pour stabiliser le front. On en a profité effectivement et voler les drones, parce que nous, on est des spécialistes en la matière. On a piqué un drone côté... Vous avez volé un drone? Oui, on a volé. Il ne faut pas me demander où, si on a volé ça auprès de la MONUSCO ou FRDC ou je sais pas. On a volé les drones. Oui, et puis on a ciblé les lieux stratégiques où les bandits Makenga et sa suite étaient logés. C'est dans la ferme du fameux général-major Innocent Gaïzi, qui est effectivement les alliés, même s'il est encore auprès du gouvernement. C'est non loin de Rubaya. Oui, c'est dans les périmètres de Rubaya, parce que Rubaya est vaste en fait. Alors, sauf que quand on parle de Rubaya, on voit souvent la mine et le centre, mais Rubaya, c'est une grande localité, avec autant de villages. Alors, comme ça nous a pris du temps pour effectivement voler les drones, Makenga a pu s'échapper vers 0h. Makenga s'est échappé vers 0h. Vers 0h pour se replier dans la paroisse catholique de Matanda qu'on appelle Mater Dei. Mais, heureusement, Wilingoma, le grand coq là qui chante tout le jour, était là, avec autant d'officiers rwandais, les chefs escortes de Makenga, un officier des opérations, un officier de renseignement. On les a systématiquement neutralisés. Et ils ont essayé de camoufler la réalité, mais comme nous les avons systématiquement infiltrés, à peine que les corps de Willingom arrivaient à Goma et plusieurs autres officiers, nous on était informés. Voilà pourquoi moi je n'avais pas hésité de signifier à travers les réseaux sociaux et les médias, de communiquer aussi que Willingoma est bel et bien mort. Voilà un peu comment la situation s'est passée et il n'est pas mort seul. On en dénombre une bonne vingtaine de morts, notamment aussi des officiers rwandais et ougandais, il faut le dire. Officiers rwandais et ougandais. Il y a même des Kenyans qui sont morts dedans parce que, en fait, la mine de Rubaya, c'est devenu un point, n'est-ce pas, de cohésion entre le pays de l'EAC, exception faite du Burundi et de la Tanzanie. Mais les 4 autres pays de l'EAC sont tous dans une ligue commune contre nous, avec effectivement les butins de Rubaya, Somikivu, et choses Bandro au Sud Kivu, où ils puissent des matières précieuses rares, notamment les coltan, le cobalt, le manganèse, le tourmaline, de l'or, et le pyrochlore, et que sais-je encore. Il y a une version qui sort du milieu de Rwandais, parce que j'essaie de voir leur compte. Ils disent que ce sont eux-mêmes qui ont corrigé Ngoma, il l'aurait abattu avant, et puis là c'est une occasion que la frappe des drones pour justifier sa mort. Une autre version dit que Makenga n'a pas été blessé comme les gens disent là dans la ferme, lui il a eu un appel, parce que c'était leur opération. C'est pour ça qu'on l'a appelé pour qu'il échappe à la vie. Ils sont en réunion, ensemble, lui on l'appelle, quand le s'excuse sur la ferme, boum, on frappe. C'est pas vrai ça? Non, en fait, nous, on n'a même pas intérêt de contredire que les Rwandais disent qu'ils ont même tué Willingoma. Bon, chez nous, c'est la fête. Qui perd gagne. Qui perd, oui, mais comment? Et puis, qui perd gagne. Ça,
ça peut constituer aussi une leçon auprès de ces Congolais qui se pavanent encore avec ces Rwandais. Si les Rwandais peuvent être contents que nous ayons abattu Ngoma et que plutôt, au lieu d'attribuer ça à nous, ils attribuent cette responsabilité. Ça constituerait une leçon pour les Congolais. Ça signifie, Willy Ngoma mort, les Rwandais célèbrent. Et toi qui es Congolais, qui appuie les intérêts de Kigali contre le Congo, tu dois en tirer une leçon. C'est ça. Nous sommes conscients qu'ils sont eux qui ont abattu, par exemple, Magloire Paluku. Nous, on n'a jamais revendiqué la mort de Magloire Paluku. Ils ont abattu plusieurs autres cadres, notamment, j'oublie les noms, mais après Magloire, ils ont encore abattu un autre officier qui est un autre cadre du renseignement, tu vois. Et s'ils se réjouissent de la mort de Willy Ngoma, je pense que on peut aussi leur dire merci parce que ça va constituer une leçon auprès de ceux-là qui continuent à hésiter. Vous voyez? Mais nous nous certifions que c'est nous qui l'avons abattu. Makenga, d'habitude, parce que nous les maîtrisons de près. Makenga, d'habitude, il vit dans la clandestinité. Pourquoi? Parce que vous le voyez blessé, Makenga, il boite. En 2013, nous, on l'avait embusqué plusieurs fois sur les tronçons autour de Ponagana. Makenga, c'est un rescapé. Alors, il a développé des stratégies de camouflage et il n'aime pas vivre là où les autres vivent. Même à Goma, avant de fouler les pieds à Goma, il a fallu qu'il se rassure qu'il y a la couverture aérienne. Sinon, Makenga, ils ont appréhendé Goma. Makenga était toujours resté terré à chance, vous voyez, à plusieurs kilomètres. Et donc, Makenga, il n'a pas été signalé par le Rwanda non plus. C'est plutôt que c'est dans ses habitudes de se camoufler. Et comme nous, on ne peut pas effectivement, nous sommes respectueux des droits humanitaires internationaux, DIH, des droits humains, on ne peut pas cibler, n'est-ce pas, une église catholique, soit-elle, mais on ne veut pas la cibler, mais on savait déjà que il y a autant de véhicules qui ont quitté la ferme du général-major Innocent Gaïzi pour se replier à la paroisse Mater Dei de Matanda. Mais on ne peut pas en faire une cible. Voilà pourquoi il a eu la vie sauve. Mais nous pensons que chacun a toujours son tour chez le coiffeur. Donc, oui. Chacun a son tour chez le coiffeur. Oui, le tour de Makenga. Quand on a vu ces images circuler, on se dit que c'est mauvais que lui. Quand ces images ont fait le tour des réseaux sociaux, on disait, mais ça, ce sont les jeeps de Rwandais. Là, on s'est dit, mais ces gens-ci, est-ce que ce ne sont pas eux qui ont évacué Makenga ou le corps de quelqu'un d'important? Quand on a vu ça, c'était dans tous les hommes. Ce qui est bien, c'est que vous-même, les Wazalendo, vous nous reportez ce qui s'est passé sur le terrain. Oui, moi je parle de la réalité parce que je vous dis que jusqu'à maintenant, on est en train de se battre autour de Rubaya. Les Rwandais, au-delà des effectifs présents sur le sol congolais, a renforcé avec des autres bataillons. Ces bataillons de la force spéciale rwandaise et ougandaise, pour se rassurer qu'ils protègent Rubaya. Vous comprenez? Makenga, il s'est évadé et il était rentré à Goma Nutam parce que la frappe a eu lieu à 2h43 et spontanément Makenga a pris un peu de temps et puis il s'est éclaboussé vers Goma. Plutôt plusieurs officiers, avec le jeep là, ont évacué plusieurs autres officiers rwandais et cette nuit, n'est-ce pas, à 0h, un hélicoptère rwandais a atterri à Mushaki pour évacuer 7 officiers rwandais et 21 blessés, n'est-ce pas, qui ont effectivement succombé. Ça atterrit à Mushaki en RDC. Oui, en RDC, aujourd'hui la nuit à 0h. Là, c'est avec précision que je vous l'ai dit. L'hélicoptère rwandais a atterri là-bas parce qu'on avait évacué le plus important, mais il a fallu que l'hélicoptère revienne parce que le renfort qu'ils ont amené leur a permis plus ou moins de stabiliser le front autour de Rubaya. Et puis, ils ont eu le temps d'évacuer leurs hommes. Là, vous n'avez plus de drone, si vous aviez un drone, non, vous savez, quand on vole, on n'avait pas assez de munitions, donc il faut encore voler et puis on doit se recharger, quoi. C'est ça. Je pense que mollo, on va neutraliser tout le monde. Donc, l'hélico atterrit pour évacuer ces officiers-là pour les soins médicaux. Oui, pour les soins médicaux vers le Rwanda, à Faisal. D'autres blessés ont été évacués vers l'Ouganda, notamment le petit frère de Makenga qui s'appelle Ngage, qui était jusque-là responsable du renseignement au niveau de toute la province du Sud Kivu, si je ne me trompe pas de nom. Lui aussi, il a été systématiquement blessé au niveau de l'abdomen. Il a été évacué. Et plusieurs autres officiers. Et
Je sais vous dire que maintenant, à peine cette frappe a eu lieu, l'Ouganda, allez vérifier par vos sources, l'état-major général de l'Ouganda, sous la houlette du chef d'état-major général ougandais, le fils de Museveni, Muhoozi Kainerugaba, a spontanément commandé la réunion urgente du haut commandement autour du président de la République, où il devait évaluer la situation qui prévaut chez nous, à l'Est. Et la réunion a eu lieu hier au State House d'Entebbe, chez Museveni. Et concomitamment, il y a de gros bus qui sont venus du Congo, rentrant en Ouganda, transportant des milliers de militaires ougandais. Là, je vous l'ai dit, c'est avec précision. Donc, la guerre semble tourner à leur défaveur et ils sont en train de chercher les voies de sortie. Voilà pourquoi ils bousculent effectivement pour qu'il y ait dialogue, il y ait cessez-le-feu. Donc, l'Ouganda a retiré un contingent important au Congo vers son pays. Oui, oui, l'Ouganda. Il y a de moins en moins de soldats sur le terrain. Oui, avec des frappes qu'ils ont subies, n'est-ce pas, et des morts, je vous l'ai dit bien. L'Ouganda, avec la pression effectivement qu'il y a, parce que l'Ouganda a peur que la communauté internationale, notamment les États-Unis, attestent réellement son implication dans la guerre contre nous au Nord Kivu, que le gouvernement congolais se rende compte de cette duplicité qu'il joue, parce que d'une part, les Congolais ou le gouvernement congolais lui a encore prêté confiance en acceptant les opérations conjointes à Beni et Ituri, mais concomitamment, ils sont là depuis juin 2022 contre nous dans l'autre partie du territoire assiégé par les Rwandais. Et donc, nous pensons qu'ils sont en train de jouer à la prudence. I'll take care of it if you do bedtime. Ordering with Uber Eats is no longer just about food and meals. It's so simple. Parce que cette situation risque de tourner très mal contre eux. Surtout, il faut noter, le régime de Museveni est fragile. C'est parce que nous, on ne sait pas jouer à la subversion. Expliquez-nous un peu plus, où est la fragilité? La fragilité du système de Museveni, je sais vous la démontrer. D'abord, le régime de Museveni, c'est un régime issu, n'est-ce pas, de la rébellion qu'on appelle NRM, National Resistance Movement, avec sa branche militaire NRA, National Movement Army. Museveni est au pouvoir depuis 1986, et donc déjà 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir déjà. Et la constitution ougandaise exigeait à Museveni de limiter non pas de limiter les mandats, mais son âge à 75 ans. Il y a eu tripatouillage de la Constitution. Ils ont renouvelé. Oui. Et puis, Museveni avait repostulé et le mandat passé, n'est-ce pas? Avant-hier, il a encore repostulé. Museveni a essayé de jouer pour imposer son fils, Kainerugaba, à la présidence, qui avait même démissionné. Mais suite à la guerre interne, non seulement du clan NRM, mais aussi du clan présidentiel, son petit frère Salim Saleh, qui n'accepte pas, qui ne tolère pas avec les anciens caciques de la rébellion, il n'accepte pas que ce soit un enfant qui était en train de se la couler douce pendant qu'ils étaient au maquis, qui soit héritier de son père. C'est tout qui n'a pas de capacité d'un bon manager, d'un bon leader. Vous le savez le suivre, c'est un charlatan, vous le savez suivre sur les réseaux sociaux. Et d'abord, donc, il y a la division dans les clans présidentiels, c'est-à-dire la famille présidentielle, même au sein de la famille restreinte de Museveni, sa femme, Jeannette, qui n'est pas d'accord avec son beau-frère Salim Saleh, Museveni non plus qui n'est pas en cohésion avec son frère Salim Saleh, pour imposer leur fils Kainerugaba. Et Jeannette Museveni n'est pas non plus d'accord avec les familles Kainerugaba. Vous voyez, ça sont des cartes. La femme de Museveni voudra qu'on propulse sa fille, parce que selon les renseignements bien fouinés, Museveni a eu les fameux Kainerugaba avec une autre femme qui n'est pas Jeannette. Vous comprenez? Alors, et la femme de Museveni avec son pouvoir a difficile de digérer que ce soit le fils d'une concurrente qui hérite le pouvoir. Salim Saleh a difficile de croire qu'au lieu que ce soit lui qui soit héritier de son grand frère, n'est-ce pas, comme ça s'est passé au Cuba, que ce soit un enfant, n'est-ce pas, qui ne sait rien faire, qui ne sait rien manager, qui soit héritier de son père. Ça, c'est le clan direct de Museveni. Les autres caciques de NRM n'en parlent pas. Vous comprenez? Les Ougandais non plus. Et même les clans Banyanko, la tribu Banyankole, qui sont les Tutsis ougandais, dont Museveni est ici, ne sont pas d'accord. Et la preuve, c'est que il y a le général Kandio qui était
jusqu'avant-hier, avant le rafraîchissement des relations entre l'Ouganda et le Rwanda, il était jusque-là chargé de l'enseignement au niveau national. Et ça a été le prix à payer quand Kainerugaba s'est rencontré avec Kagame. On avait demandé la tête de ce général, c'est Mounyankole, ancien d'NRM, vous voyez? Et on l'avait viré de son poste, maintenant on l'a éjecté, et puis on l'a, pour les calmer, on l'a mis dans les services de la police, vous voyez? C'est quelqu'un qui ne tolère jamais que ce soit ses fils qui soient héritiers. Et donc, non seulement dans la famille restreinte, mais aussi dans les clans, mais aussi dans la grande communauté Baganda, parce que l'Ouganda, c'est toute une grande nation avec plusieurs tribus, vous voyez. Les vrais autochtones, ce sont des Baganda, ils ont encore le royaume. Ils ne tolèrent pas non plus que cette hégémonie continue. Vous comprenez? Autant d'années. Autant, voilà. Donc, et surtout l'agression contre la RDC frustre beaucoup d'Ougandais par le fait que il y a des Congolais qui se sont intégrés en Ouganda. Je sais vous dire que les Bakonjo, c'est la juxtaposition des Banande. Ouais. Ils ont tout un district de Kassese, ils ont un gouverneur, ils ont des Bami, n'est-ce pas? Jusqu'avant-hier, le chef d'état-major général que le fameux Kainerugaba avait remplacé, c'est Mkonjo. C'est un Mounane d'ailleurs du Congo, mais qui s'est retrouvé dans les Makiko Mai à l'époque de la rébellion de Museveni. Et quand Museveni prend le pouvoir pour réduire la nuisance des autres communautés ougandaises, n'est-ce pas? D'autant plus qu'il est issu d'une très petite minorité. Je sais vous dire, les Banyankolo en Ouganda ne sont même pas au-delà de 100 000 têtes sur plus de 30 millions de Ougandais, tu vois? Alors il a fallu essayer de brasser, et c'est comme ça que ce général Nande a été brassé dans l'UPDF et devenir ougandais. Ils ne sont pas contents quand ils voient le massacre que l'Ouganda orchestre chez nous avec le prétendu ADF, qu'ils créent eux-mêmes. Ils ne sont pas non plus contents que, encore une fois, l'Ouganda nous fasse ce mauvais tour en revenant par Kisoro pour nous matraquer. Ça, c'est un de deux. Il y a la tribu qu'on appelle à Kisoro, on appelle Bafumbira. C'est la juxtaposition de la communauté Hutu de Rutshuru. Vous voyez, ils sont frontaliers à Rutshuru. Et quand les Belges ou les Européens ont tracé les frontières, il y a la communauté Hutu qui est restée au Congo, à Bunagana, de l'autre côté à Chanika, à Ruhengeri, de l'autre côté en Ouganda, à Kisoro. Vous comprenez? Là, c'est toute une grande communauté aussi qui a une influence notoire au sein du système de Museveni. D'ailleurs, quand on nommait le fameux général Kainerugaba Muhoozi comme chef d'état-major général, il y a aussi une fille originaire de la tribu de Kisoro, de la tribu des Bahutu de l'Ouganda, qui s'appelait Bafumbira, qui avait été promis ministre de la Défense. Cette femme, qui s'appelait Sarah Mateke, s'était systématiquement opposée au double G de l'Ouganda. Et par la suite, on l'a empoisonné, on l'a envoyé dans une mission au Kenya, commission spécialiste dans ce domaine. On lui a distribué du poison et la femme était morte. Donc, c'est pour vous dire que, moi, je vous l'ai dit, donc nous avons des renseignements puisés au fin fond. Donc, dans la cuisine interne de ces systèmes qui nous entourent, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, n'est-ce pas? On sait vraiment fouiller. Même le Sud-Soudan. C'est simplement que chez nous, on n'a pas jusque-là des services capables de créer des subversions. Voilà. Sinon, c'est trop fragile. Comment est-ce qu'on met la subversion comme méthode? Pendant ça, si on a ces réalités-là, comment est-ce qu'on peut utiliser la subversion de manière pratique? La subversion comme méthode, vous savez, pour conserver le pouvoir au Congo et rendre ce Congo fort, nous sommes censés nous adapter à la conjoncture régionale. La subversion consiste à exploiter les côtés faibles du côté ennemi. Vous voyez, vous y engagez des moyens financiers et humains, vous infiltrez les systèmes pour imposer votre volonté à travers les nations voisines, n'est-ce pas, mais sans vous faire remarquer. Exploiter la frustration qu'il y a de chez les voisins, toutes ces divisions, ces querelles intestines, vous les exploitez sans toutefois vous manifester. Vous avez vu dernièrement les élections qu'il y a, c'était chaotique. Ils ont coupé la connexion pendant environ une semaine. Vous voyez? Il y a Bob Wine. On a été obligé de les séquestrer. On l'a contraint à l'exil. Si c'était les Rwandais. Vous avez vu comment on a récupéré un fameux Nanga qui était bien à l'aise à Kinshasa, mais malgré les milliards. C'est ça, non? Il est frustré de Tshisekedi. Oui, on les le contacte, il saura répondre. Mais c'est ça, non? On l'amène Corneille Nanga à Nairobi, il a logé à Kampala, ils ont planifié tout ce qui se passe maintenant à Kampala.
les moments opportuns, comme Kampala ne voulait pas s'afficher directement opposé à Kinshasa, on l'amène au Kenya, chez Ruto. Et puis, il y a Corneille Nangaa qui surgit de nulle part pour se dire je deviens rebelle, pour congoliser l'agression ougando-rwandaise contre nous. Vous voyez, on prend un Kabila, multimilliardaire, vous voyez, mais on sait l'Amadoué, lui ça a été trop facile parce que c'est inimaginable, c'est la folie. 18 ans au pouvoir, multimilliardaire, tu es sorti de nulle part, n'est-ce pas? Tu ne savais même pas à peine parler français ni lingala, on te ramasse, je ne sais pas d'où tu deviens président de la République dans un pays cosmopolite avec des génies comme le Congo. Et puis d'emblée, tu laisses GLM, tu laisses Kinga Kati, tu laisses Femme d'Espoir, tu laisses des milliards dans les comptes pour se retrouver encore à la case de départ. C'est la folie, non? Mais ils sont spécialistes dans la subversion. Un John Numbi qui, au lieu même d'affronter la justice avec le dossier Tchebeya, si du moins il était innocent, ou carrément lâcher son maître, parce que nous savons tous qu'il avait mandaté, il se retrouve en cavale et il commence à se vanter d'être allié d'un tout petit pays là, parce qu'un chef d'état-major congolais, il est au-delà de Kagame, vous le savez. Un chef d'état-major congolais, il est au-delà de plusieurs présidents africains. Parce que le Congo, c'est le seul pays où les salaires des hommes politiques et des hauts gradés est mielleux. Ouais. Si je vous disais, je vous surprenais que au Rwanda comme en Ouganda, à part les richesses congolaises qui nous pillent, le président Kagame n'a pas 20 000 $ de salaire par mois. Budgétisé, non, il n'en a pas. Le président burundais n'en a pas 20 000, il n'en a pas. Mais chez nous, un député national, il a combien? Hein? Un général peut facilement se réveiller matin, il est chef d'état-major général, il appelle les commandants régions de 26 provinces. Monsieur, j'ai une urgence, il envoie 100 000. Ça ne sera même pas puisé dans les trésors publics. Ils ont des mines qu'ils contrôlent là-bas, tu vois. Il sait facilement appeler un commandant région au Katanga. Tu m'envoies 2 kilos d'or. Il appelle à... C'est automatique. 1 kilo d'or, c'est ça, 50 000 $, papa. Un général congolais, il peut se réveiller le matin, il a 20 kilos d'or chez lui. 30 kilos d'or chez lui. Ça n'existe nulle part à travers le monde. Et donc, c'est inconcevable qu'un chef d'état-major général qui a contrôlé l'armée éparpillée sur 2 345 000 km² devienne encore, n'est-ce pas, garçon de course d'un tout petit pays comme le Rwanda. Donc, je ne sais pas expliquer, mais la subversion, c'est ça la stratégie. Au Rwanda, trop fragile, mais on ne sait pas exploiter, si je voulais dire. Les faiblesses du Rwanda, on peut les exploiter facilement. Beaucoup même. Vous voyez, parce que il y a le clivage non seulement tribal, intertribal entre le Tutsi, Hutu et les Tois, mais aussi il y a les racophonie interne chez les Tutsis, tu sais. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que... C'est d'Ouganda. Non, pas seulement c'est d'Ouganda et c'est du Burundi, du Rwanda. Non, à l'interne au Rwanda. Qui a tué Patrick Karegeya? Ah oui. C'est Kagame, non? Patrick Karegeya, c'est un officier militaire, tout c'est. Qui malmène Kayumba Nyamwasa? C'est Kagame. Il fit son coéquipier le plus proche jusqu'à être chef d'état-major général. Ils ont fait ensemble la rébellion. Qui a tué Rwigara? C'est un grand multimillionnaire au Rwanda. N'est-ce pas? Il est où? Qui l'a tué? C'est Kagame. Qui a tué le chanteur gospel Kizito Mihigo? C'est Kagame. Qui est-il? Qui a kidnappé Rusesabagina Paul? Il est Hutu mais marié à une femme Tutsi. Il a même été primé, n'est-ce pas, prix Nobel de la paix, pour avoir sauvé des milliers de Tutsis qui sont alliés par le mariage. Qui les a tués? Voilà, Hôtel Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, je sais vous dire que non seulement les Hutus au Rwanda sont systématiquement frustrés, ils vivent dans une prison à ciel ouvert, les Tois n'en parlent pas, les Tutsis eux-mêmes. Alors nous, on ne sait pas avoir des services secrets qui me pénètrent au fin fond des autres pays pour exploiter ces faiblesses, n'est-ce pas? Et les exploiter de la manière la plus professionnelle pour fragiliser l'ennemi en amont. Vous voyez? Est-ce que vous allez encourager les chefs de l'État comme la fois dernière, on a vu la visite de Jean-Luc Aberimana qui a fait mouche